Bonjour à tous, il est 11 heures. On va commencer le séminaire. Aujourd'hui, nous avons trois personnes pour une. Ils sont tous les trois dans le même bureau, donc ils seront masqués, mais on les connaît déjà. Donc nous avons Jean-Michel Ries, Pernel Bernardi et Thierry Fouché. Jean-Michel et Pernel sont ingénieurs au LESIA, l'Observatoire de Paris. Et Pernel est spécialement responsable des spécifications et performances de l'instrument Supercam. Jean-Michel, lui, est chef de projet du spectromètre infrarouge de Supercam. Et troisième personne, Thierry Fouché, qui est co-responsable scientifique de l'instrument. Thierry Fouché est professeur à Sorbonne Université et planétologue au LESIA aussi. Et donc, je laisse la parole à Thierry. Juste avant que Thierry commence, de préférence, pour poser vos questions, utilisez le formulaire questions-réponses QR dans votre menu en bas plutôt que le chat, ce qui permet un suivi plus efficace des questions. Et si des questions nécessitent l'usage du micro, vous le notez, hein, vous le faites un message et moi je ouvrirai le canal micro des personnes si nécessaire. Thierry, je te laisse la parole. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter les objectifs, la réalisation et les premiers résultats de l'instrument Supercam, qui est un instrument franco-américain avec une contribution espagnole aussi, à bord du nouveau rover Perseverance de la NASA qui atterrit sur Mars le 18 février. Tout d'abord, il faut bien comprendre que Supercam est un instrument du rover Perseverance. Et donc, pour regarder ces objectifs, il faut les intégrer dans les objectifs globaux de la mission, qui sont une étude de l'habitabilité et éventuellement de la recherche de traces de vie passées à la surface de Mars. Et la NASA, depuis pas mal d'années, a toujours dit que pour mener à bien cette mission de manière vraiment parfaite, il fallait ramener des échantillons parce que les méthodes analytiques que l'on peut avoir sur Terre sont bien plus performantes que celles qu'on peut avoir dans l'espace. Et donc, cette mission du rover Perseverance est énormément centrée autour de la prise d'échantillons, du cache d'échantillons et après du retour d'échantillons. Donc nous, avec le rover, ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la géologie du site d'atterrissage, parce que savoir s'il a été habitable, savoir s'il s'est passé éventuellement des traces de vie, c'est inconcevable sans comprendre toute l'histoire géologique du lieu, sa formation, son altération, son évolution et comment il a été altéré vraiment sur le long terme. Et à partir de ce que nous allons voir sur place, nous choisirons un certain nombre d'échantillons d'intérêt astrobiologique, mais aussi pour la chronologie et l'étude de la géologie du site, qui seront pris et stockés à bord du rover. Également, ce rover a un objectif un petit peu technologique. On va fabriquer un petit peu d'oxygène et puis un petit hélicoptère qui va voler dans les prochains jours, qui a l'objectif de démonstration technologique pour la future exploration humaine que la NASA essaye de planifier. Ça, c'est vraiment important. On va collecter des échantillons. Donc, il y a 43 tubes pour la collecte d'échantillons. On ne va pas tous les remplir, mais il y en a a priori une trentaine qui devraient être retournés, a priori. C'est ce qui est planifié actuellement par la mission Mars Sample Return. Et ça se présente sous cette forme-ci de petites de tubes qui font à peu près 1 cm de diamètre et entre 5 et 6 cm de longueur. Et donc, on va prélever ces échantillons, les stocker et on pourra faire 2 dépôts au cours de notre route et on verra lequel ira chercher la mission de retour dans les prochaines années, pas avant 2028. En tout cas, il y a des chances. Alors, maintenant, quel est le site d'atterrissage? Donc, si vous connaissez un petit peu Mars, là, vous avez la topographie globale de Mars avec ici le grand bassin d'impact Hellas. Nous, on va en bordure du bassin d'Isidis qui est ici. Et à l'intérieur, vous avez ce cratère-ci qui est le cratère G0, qui est en marge de Syrtis Major et puis d'autres formations connues comme Nili Fossae. Pourquoi on a choisi ce site d'atterrissage? Parce qu'il y a des restes d'érosion fluviale et
et un reste de lac dans le fond du cratère. Donc, on va le voir ici encore bien mieux. Vous avez effectivement dans ce cratère, il y a eu 2 fleuves qui ont coulé à l'intérieur. Et puis surtout, ça a été un cratère, un lac ouvert. Et donc, en fait, il y avait aussi une sortie, ce qui, pour l'exobiologie, est bien plus important parce que ce n'est pas de l'eau croupie. Ça permet de renouveler en permanence des éléments importants pour la vie. Et ici, vous avez en fait ce que j'ai montré tout à l'heure, les dépôts du delta, qui pourraient ressembler il y a 3,5 milliards d'années à ce que vous voyez ici sur cette image, avec un certain nombre de fleuves, de méandres dans tous les sens, et puis des dépôts lacustres qui s'accumulent et dont on voit le reste, il reste ici dans ce contour. Et dans toute cette région, vous avez des minéraux extrêmement intéressants pour leur aspect exobiologique. Nous avons notamment donc, tous les argiles, qui sont donc des roches, des détritus altérés avec de grandes quantités d'eau. Vous avez aussi toutes sortes de carbonates qui se sont déposés sur ce qui peut être l'ancienne rive du lac, les anciennes plages du lac. Et les carbonates sur Terre sont en général toujours fabriqués avec des micro-organismes. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'est passé là. Et puis, vous avez aussi des couches à olivine qui sont dans le coin et qui sont des minéraux qui ont pu être transportés depuis ailleurs et qui sont intéressants pour comprendre là, le Mars ancien. Alors, on a déjà tout un objectif de collecte d'échantillons pour remplir les objectifs de la mission. Donc, le sol volcanique du cratère et l'olivine dans le fond du cratère, ça c'est vraiment des objectifs de géochronologie, comprendre à quelle époque se sont formés ce cratère, ce fond du cratère. Après, nous avons les objectifs de prendre donc, les dépôts du delta, les dépôts sur la rive du delta. Également, regarder les restes de chenaux que nous avons et les restes de barres de méandres qui ont dans le delta pour essayer de comprendre quels étaient les minéraux qui ont alimenté ce delta à différents endroits. Prendre également les remparts du cratère de G0. Ça, c'est très important parce que dans ces remparts, ça peut être excavé des roches très profondes dans le bassin d'Isidis et qui pourraient nous permettre d'échantillonner la croûte martienne jusque quasiment à l'interface avec la lithosphère et pouvoir bien comprendre la formation de la croûte martienne dès le début de l'histoire de Mars. Donc tout ça, on a ces objectifs de collecte d'échantillons dans G0 et après au-delà aussi. Donc pour ça, il faut guider le rover. Et pour guider le rover, pour qu'il prenne ces échantillons, il y a un instrument qui est extrêmement important, c'est SuperCam, qui sera l'œil du rover dans cette quête des échantillons qui seront à même de remplir les objectifs scientifiques de la mission. Donc, nous, la partie française, vous la voyez ici, elle est dans le mât du rover. Hein. Il y a aussi une partie américaine qui est à l'intérieur du rover, que vous montrera Jean-Michel. Et pour le SuperCam combine en lui-même 5 techniques d'observation différentes pour pouvoir décrire très clairement, comprendre de quoi sont formées les roches et savoir si on va les explorer de plus près pour prélever un échantillon. Donc, il y a tout d'abord la spectroscopie LIPS qui tire au laser sur les cibles, les détruit, on regarde l'émission du plasma, et comme ça, on a les atomes dont sont constitués des roches. Ensuite, on a 2 techniques de spectroscopie Raman, qui est aussi une technique active. On tire au laser vert sur les roches et on regarde la lumière diffusée. Et la technique infrarouge qui regarde la lumière diffusée du soleil. Et ces 2 techniques sont sensibles à la structure minérale ou aux organiques qui sont dans les roches. On a aussi une caméra avec un très fort pouvoir de résolution angulaire qui permet d'avoir extrait à la texture de la roche, à voir les grains individuels. Et puis également, on a un microphone qui mesure les sons, on vous fera entendre ça tout à l'heure, du laser à la surface de Mars. Et comme ça, on peut comprendre la dureté des roches. Donc, toutes ces techniques peuvent être
mis ensemble à des distances différentes, parce que le laser, il ne tire pas à l'infini, il tire jusqu'à 7 mètres à peu près, mais en RMI ou en infrarouge, on peut regarder jusqu'à l'infini. Mettant ensemble toutes ces techniques, on peut vraiment comprendre de manière très fine de quoi sont faites les roches, la composition élémentaire, mais également la structure minérale, la structure organique, la texture, la morphologie, et que ça va avoir une description complètement complète de la roche que l'on regarde. Alors, on va faire ça sur tout notre parcours. Donc, on a prévu un petit parcours dans le fond du cratère. Alors, on n'a pas atterri ici, finalement, on a atterri plutôt dans ce point-là, ici. Ça, c'était des prévisions au départ. Et on va donc monter sur le delta, explorer le delta. On a un certain nombre d'échantillons à prendre. On va regarder aussi le carbonate dans cette région, des minéraux hydratés, et puis après ressortir de G0, faire un dépôt à la sortie de G0, dans le dépôt le lit du fleuve. Et puis après, on va explorer tout l'ensemble de Syrtis Majeur, parce que c'est vraiment une région extrêmement intéressante, parce que c'est là où il y a plein de Mars anciens. Donc, on a défini plein de régions où on va absolument regarder le Mars ancien et faire un dépôt final au bout d'une traverse qui fait plusieurs dizaines de kilomètres. Et a priori, on devrait être là normalement en 2028. Voilà pour les objectifs scientifiques de SuperCam. Bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant l'instrument SuperCam proprement dit. Donc avant ça, juste pour contextualiser tout ça, donc le SuperCam est effectivement l'œil de Persévérance. Donc Persévérance, vous avez une vue ici avec l'échelle, les dimensions. Donc c'est quand même quelque chose de gros, hein. Alors on dit c'est l'échelle d'une Twingo ou d'un petit SUV, donc c'est quand même un gros rover. Et ça embarque, en plus de SuperCam, bien sûr, un certain nombre d'instruments, donc des radars, des spectromètres, une petite station météo. Voilà, donc c'est une batterie, c'est vraiment une usine à science, cet instrument. Alors voilà une autre petite vue avec mise à l'échelle avec des gens à côté. Donc voilà, pour vous montrer que c'est quand même grand. On voit, alors ce qui est bien, c'est qu'effectivement, SuperCam a une grosse visibilité, hein, c'est toujours l'œil de Persévérance. Donc, on le voit systématiquement là-haut, perché en haut du mât. Alors, SuperCam, c'est un instrument composé de 3 modules. Donc, Thierry l'a dit, donc, il y a la partie SuperCam dite Mast Unit, donc, qui se trouve en haut du mât. Qui a été développé par la France et différents laboratoires en France. On verra après un peu la liste. Il est associé avec une autre partie qui est le Body Unit, qui se trouve dans le corps du rover et qui va embarquer un certain nombre de spectromètres pour analyser les signaux qui sont récoltés par le SuperCam Mast Unit. Et donc, cette partie Body Unit, elle est réalisée par les États-Unis, par le LANEL. Et ensuite, il y a des cibles de calibration qui sont à l'arrière, ici. Donc, on voit une image un peu plus détaillée ici, et qui ont été développées par l'Espagne avec une forte collaboration française. Donc voilà, SuperCam, ce sont ces trois modules, le Mast Unit, le Body Unit et les cibles de calibration. Donc Thierry l'a dit, ce SuperCam, c'est 5 techniques. Donc bon, je vais aller assez vite là. Donc il y a 2 techniques qui utilisent un laser, qui sont la technique LIPS et la technique Raman. Donc c'est le même laser, hein, mais avec un doubleur de fréquence qui permet d'avoir les deux fréquences nécessaires dans ces 2 techniques. Le spectromètre infrarouge, enfin la spectrovisible infrarouge, donc qui analyse la lumière diffusée, l'imagerie de contexte et le micro. Alors, donc là, une vue éclatée de SuperCam Mast Unit. Là, c'est juste pour montrer que c'est quand même assez complexe. Donc, SuperCam Mast Unit, c'est composé d'un boîtier électronique et d'un module optique. Un module optique avec, on voit ici donc, le laser là, qui est ici en vue éclatée, donc qui permet de faire le LIPS et le Raman. Toute la partie télescope là, qui récolte la lumière, alors à la fois qui va permettre de focaliser le laser sur la roche et également de récolter les photons et de les envoyer dans les différents analyseurs,
comme par exemple ici, le spectromètre infrarouge qui se trouve dans le Mass Unit. Donc, spectromètre infrarouge qui a été développé ici au LESIA. Mais également, donc, les photons récoltés par le télescope vont descendre avec une fibre dans le Spectro Body Unit en bas pour faire les analyses. On voit ici le micro à l'avant et la caméra ici qui est au foyer du télescope. Le Body Unit, donc la partie américaine, donc, permet de faire la spectroscopie passive de la lumière diffusée en visible avec un spectro et également de faire l'analyse spectrale pour le LIPS et le Raman. Et là, il y a une photo qui est assez impressionnante, je trouve. Donc, l'idée, c'est de retrouver où se trouve le Body Unit. Donc, ça, c'est le Body Unit. Donc, c'est un corps extra avec plein de câbles, de cartes, etc. Et le Body Unit se trouve ici au fond, là, intégré dans ce fatras, ou peut-être devant. C'est plutôt devant, oui. Voilà, ici. Ah, voilà, ça clique. Voilà quelques photos de la partie Mass Unit de Supercam. Donc, on voit le fameux œil là qui est intégré dans ce qu'on appelle une airweb, avec des espèces de cache blanc là, avec un hublot et qui permet donc on voit le télescope ici au travers de ce cache. Voilà, donc il y a à peu près l'échelle ici. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de manipuler. Donc, bon, c'est assez compact. Voilà. Donc, une petite... bon, le genre de choses qu'on fait dans un développement d'instruments, c'est... donc, il y a toute la partie design, la partie intégration. Et là, on arrive à la fin. Là, c'est la partie test. C'était au moment de l'étalonnage de la voie infrarouge de Supercam qui a été faite ici, là, au MESPAL, en salle propre. Donc là, vous voyez ici au centre, là, les gens s'activent autour de Supercam et vont l'intégrer ici dans l'enceinte, là, Simnon, qui va simuler l'environnement martien. Et on va éclairer tout ça avec un stimuli ici, un corps noir, qui va permettre de faire la calibration d'un instrument. Voilà, donc ça, c'était une journée d'étalonnage au moment d'intégrer l'instrument dans le setup de mesure. Alors, quelques chiffres. Donc, alors, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ce projet. Beaucoup de monde, et ça a duré dans un temps relativement court. Le développement, donc bon, l'appel d'offres était en 2014. Le développement a duré 6 ans, a regroupé 5 laboratoires principaux français, donc, et le CNES. Donc, les laboratoires principaux sont l'IRAP, le LESIA, le LATMOS, l'IAS et le LAB. Tout ça, ça regroupe 200 personnes dans tous ces laboratoires et le CNRS et le CNES. Et ça a fait travailler une centaine de personnes dans 17 PME en France. Je te laisse, Carmen. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, on va vous présenter maintenant les premiers résultats de cet instrument sur Mars. Et donc, on n'a pas pu résister et commencer à vous remontrer quelques images que vous avez certainement déjà vues, qui datent du 18 février, quand Persévérance a atterri à la surface de Mars. Et donc, on a des fabuleuses images qui ont été prises par le JPL, et c'était des caméras commerciales, sur lesquelles vous voyez par exemple ici l'ouverture du parachute, 21 mètres de diamètre, c'est le plus gros parachute qu'on a jamais envoyé. Ici, à peu près 8 km d'altitude, on largue le bouclier thermique qui a protégé le rover pendant la descente. Et là, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la phase de la diverte phase, c'est-à-dire qu'à partir des images prises pendant le vol, on va chercher le site d'atterrissage le plus sécurisé possible. Et enfin, la phase finale, sous le Skycrane, donc la grue volante, ce Skycrane vient déposer délicatement le rover Persévérance, donc 1,25 tonne, à la surface de Mars avec 6 câbles qui font à peu près 7 mètres de longueur. Une fois que le rover est posé, donc il y a un contact au sol, on déclenche des chocs pyrotechniques, on coupe les câbles et ce Skycrane va venir s'écraser. Il y a une grosse poussée et on vient s'écraser un peu plus loin
loin du rover. Donc voilà, ça a parfaitement marché. C'était le 18 février. Et donc rapidement, dans les minutes qui ont suivi, on a eu la première image au sol. On a eu la première image au sol qui a montré que tout s'était bien passé. Donc après, très rapidement, en fait, derrière, on a commencé à faire les premiers essais, évidemment, de ce qu'on appelle le flight system. Donc là, c'est le JPL qui est aux commandes et teste le rover. Côté instrument, on a démarré les essais SuperCam dès le lendemain, en fait. Donc on a eu la première mise sous tension. Alors au départ, on avait un mât, pendant toute la phase de croisière et d'atterrissage, le mât du rover était couché sur son dos, pour des raisons assez évidentes d'encombrement. Donc, nos premiers tests de bonne santé ont été faits dans cette configuration-là. Donc, pas de photons qui rentrent dans l'instrument, mais néanmoins, on mesure les courants, les tensions, les températures, on active les différents systèmes et on vérifie que l'instrument, on peut le piloter, on récupère les données et tout va bien. Et en sol 4, donc 4 jours après l'atterrissage, le mât était déplié et on a eu un deuxième run de test, cette fois-ci avec du signal optique. Et ça a duré comme ça pendant 16 sols, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première période de transition pendant laquelle on fait les tests techniques. Et donc, ce que je vais vous montrer là, ce sont des résultats de SuperCam qui ont été faits pendant ces 16 sols. Alors, je ne le prends pas par ordre chronologique, ce n'est pas exhaustif, mais c'est des résultats de chacune des 5 techniques présentées par Thierry et Jean-Michel. Alors, en particulier, ce que vous voyez sur cette image, c'est une image, alors à gauche, en haut à gauche ici, c'est une image qui a été prise par un instrument qui s'appelle Mastcam-Z, qui est un instrument américain. Ce sont les 2 grosses caméras stéréo qui sont situées sous SuperCam, en fait, sous le mât, et qui vont prendre les très belles photos qu'on va voir de Mars, que vous avez commencé à voir et qui sont publiées. Et donc, ils ont imagé nos sites de calibration, donc les sites de calibration de SuperCam qui sont situés à l'arrière du rover. C'est l'image qu'on voit là, en haut à gauche. Et nous, donc l'instrument SuperCam, on est venu également imager nos sites de calibration et on voit ici une mosaïque de 5 images prises par notre instrument. Donc évidemment, ce que vous voyez déjà ici, c'est que notre champ de vue, c'est-à-dire l'empreinte qu'on voit grâce à SuperCam est extrêmement faible. Donc on a un tout petit champ de vue, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est des images de contexte sur les tirs qu'on fait, tirs LIBS, Raman ou spectro-infrarouge. Mais par contre, on a une très très bonne résolution spatiale. Et donc sur les images qu'on voit là, cette mosaïque, ce qu'on constate, c'est que effectivement, la résolution spatiale correspond à ce qu'on attend. Donc, on a des images très nettes, extrêmement bien définies. Vous voyez par exemple ici des cibles qu'on appelle de calibration géométrique qui permettent de donner, de quantifier la qualité d'image qu'on a. Et en dessous, on voit partiellement nos cibles de calibration, en particulier les cibles colorées sont pour l'imageur. On a un imageur couleur, donc on a besoin de faire des étalonnages en vol. On a des cibles qui sont dédiées à la spectrométrie infrarouge. Et ici, on a un petit diamant. Ça, ce n'était pas pour juste le luxe d'apporter un diamant sur Mars, mais c'est une cible de calibration pour la spectroscopie Raman, et on le montrera un peu plus tard. Juste pour noter, le petit clin d'œil ici, on a sur nos cibles de calibration une météorite martienne qui a été retrouvée dans le Sahara il y a à peu près 15 ans, et qui a volé dans la Station spatiale internationale avec Thomas Pesquet, et puis quand elle est revenue, on a pris un morceau qu'on a intégré sur nos cibles de calibration, et donc ça sera le premier retour d'échantillon de Mars sur Mars. Voilà, donc l'imageur se porte très bien. On a des superbes images. On a fait des images sur le sol martien également. Alors voilà, justement des images qui ont été prises sur Mars. Ça, c'était fait en sol 16, donc quasiment à la phase de cette période de test très technique. Donc, vous voyez l'image ici de contexte prise par une caméra Navcam. Alors, ce sont les caméras de navigation qui sont situées sous le mât également, juste à côté des caméras Mastcam. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait on voit l'ombre du rover projetée sur le sol martien et donc nous on est juste là dans la tête du rover. Donc on a cette image de contexte, très grand champ, elles sont faites à chaque sol en fait dès que le rover bouge et donc on fait des panoramas et on regarde exactement ce qu'on a autour de nous et ça va aider en fait au choix des cibles qu'on va aller regarder avec SuperCam. Donc image très large champ dans laquelle vous avez ici un zoom, c'est une caméra Mastcam qui prend l'image. Et nous, dessus, donc, il y a des outils qui sont développés qui nous permettent de choisir nos cibles. Et donc, on vient choisir la cible, on prépare le plan d'observation. Et le lendemain, on récupère nos données. Et on a par exemple ici une mosaïque de 2 images SuperCam. Et donc, vous voyez la définition par rapport aux autres caméras. Et donc, on voit vraiment le détail de la roche qu'on vient analyser avec les autres techniques. Donc là, cette cible-là, alors pour la petite histoire, chaque cible a un nom. Celle-là s'appelle Diego. Et en fait, le JPL a décidé de donner des noms Navarro à ces cibles-là, puisqu'on est dans un canyon qui s'appelle le canyon de Shelly, en Arizona, qui est en territoire Navarro. Donc voilà, donc chaque cible a son petit nom. Celle-là était à 3,3 m. On a fait de la RMI et vous verrez les tests. On a fait également de la spectro-infrarouge dessus.
Alors, sur cette diapo, on voit également les premiers spectres LIPS. Donc, le LIPS, c'est la spectroscopie de plasma induit par LIPS. Donc, Thierry l'a expliqué. On vient tirer un laser infrarouge qu'on focalise sur la cible. On crée un plasma entre 8000 et 10 000 degrés. On détruit en fait les molécules et on vient regarder la composition élémentaire. Et c'est ce qu'on voit sur ce spectro. Ça, c'est des 3 spectromètres qui sont dans la partie américaine de l'instrument. Et donc, vous voyez 3 bandes spectrales. Il y a 3 spectromètres, un ultraviolet, un dans le violet et un dans le visible et proche infrarouge. Donc, il y a un peu de processing, un peu de traitement de données. Là, ce qu'on voit, c'est ce spectre traité. Et donc, les raies d'émission sont caractéristiques des éléments qui composent la roche. Et donc, d'un point de vue technique, ce qu'on peut dire, c'est que les 3 spectromètres se comportent parfaitement bien, c'est-à-dire qu'on a le signal qu'on voulait, on a une résolution spectrale qui est très bonne, qui est d'ailleurs un peu meilleure que CamCam, qui travaille actuellement sur Mars, que le laser fonctionne bien également et qu'il apporte suffisamment de flux sur la roche. Donc, les specs sont conformes à l'attendu. Évidemment, l'équipe scientifique commence à exploiter ces données-là. Il n'y a pas encore de conclusion, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on voit les composants majeurs qu'on attend, donc le silicium, magnésium, calcium, sodium, tous ces éléments majeurs, et on distingue également des éléments mineurs, des traces, comme par exemple le magnésium. Et donc, ça va donner à la fois des idées sur la composition des roches, celle-là par exemple est de type basaltique, et ensuite sur l'évolution de cette roche au cours du temps. Donc là, c'était fait sur c'était la première cible martienne qu'on a regardée en Sol 12, qui s'appelait Maz, ça veut dire Mars en navarro. Et donc là, ce que vous voyez, c'est une animation. Ce qui est important de voir aussi, c'est que quand on vient tirer au LIPS, donc on détruit la roche et en fait, on crée, on la détériore. Donc on voit le trou qui est créé par ce choc plasma-là. Et surtout, on vient dépoussiérer localement. Vous savez que Mars est très poussiéreuse. Et donc ça, c'est très utile parce que, par exemple, pour la spectro-infrarouge, ça va nous permettre d'aller sonder la roche sous cette couche de poussière, ce qu'on ne peut pas faire depuis les satellites qui sont en orbite. Alors, SpectroLIPS, on a également fait de la spectro-raman. Donc, cette fois-ci, on vient tirer au laser vert. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est un test sur notre cible de calibration, donc ce fameux diamant qui est situé à l'arrière du rover. Très utile, ce diamant, puisqu'il permet, il a une raie, en fait, Raman qui est extrêmement bien définie, qu'on voit ici. Et donc, on compare avec les tests au sol. Ça permet de voir que la registration spectrale est bonne, que la résolution spectrale est bonne, que l'alignement de laser, en tout cas à cette distance-là, est correct. Et on compare également le niveau de signal avec ce qu'on a fait en test au sol sur le rover et qui est également conforme à l'attendu. Donc là, c'est pareil, on valide cette fonction Raman. La prochaine étape, ce sera d'aller choisir une cible sur le sol martien et d'aller tester cette fonctionnalité sur le sol martien. Spectroscopie infrarouge, donc je vous dis, ça c'est la cible MAZ également, sur laquelle on a fait des images RMI. On fait des images à chaque fois de toute façon, à chaque fois qu'on va choisir une cible, on fait des images RMI avant, après, pendant. Donc, on vient à chaque fois imager le contexte de nos différentes techniques. Donc, cette cible-là, on a effectivement fait un premier spectre infrarouge. C'était le tout premier qu'on a eu. Donc, on donne des données ici qui sont, on va dire, pré-étalonnées. Il y a encore du travail en cours. Et Thierry, peut-être, tu veux dire quelques mots sur ce spectre infrarouge, ce premier spectre infrarouge sur le sol martien. C'était déjà une grande joie de le voir, une grande émotion après ces 7 années de travail. Et ensuite, on voit sur la gauche tout d'abord les signatures de l'atmosphère martienne, puisque le Soleil traverse une fois l'atmosphère de haut en bas. Et donc, on a les bandes du CO2 qui apparaissent très clairement à 2 microns, à 1,6 microns et 1,4 microns. Ensuite, donc, quand on a soustrait ces bandes atmosphériques, il nous reste des contributions a priori minérales. Donc, on voit une bande vers 1,9 micron et puis ensuite aussi un décroissance vers 2,7 microns. Alors, à partir de ces spectres préliminaires, c'est un petit peu difficile d'identifier très clairement un minéral, mais en tout cas, c'est la signature de minéraux hydratés. Donc, ces bandes d'absorption avec 1,9 et 2,6, 5,6 sont en général clairement des minéraux hydratés. Et ça ne veut pas dire qu'ils dominent la composition, mais par contre, leur structure, leur signature domine très rapidement le spectre global. Merci Thierry. Alors, dernière technique de SuperCam, ça a été présenté également. Donc, on a un micro. C'est le premier micro fonctionnel à la surface de Mars. Alors, ce qu'on voit sur cette diapo, c'est une image qui a été prise par la caméra Mastcam en Sol 4. Donc, je dis, c'était juste au moment, les premiers tests de l'instrument avec le mât déplié. Donc, on a un très beau panorama
Et on a enregistré du son à ce moment-là. Et donc, on va écouter. Donc, c'est vraiment le son, c'est les vents qu'on entend sur Mars. Je vais revenir. Voilà, donc c'est les premiers sons. Il y a évidemment beaucoup à faire. En tout cas, le micro fonctionne. Le signal, le niveau de signal est à peu près conforme à ce qu'on attendait. Il va y avoir du travail un peu de nettoyage des données, puisque on voit qu'on est un petit peu perturbé par certains sous-systèmes du rover, en particulier ce RTG, cette thermopile qui est à l'arrière, et il y a un système de pompage qui nous envoie quelques fréquences qui nous perturbent. Donc, il y a du travail à faire, mais ce micro est fonctionnel et c'est la première fois qu'on a un micro et qu'on enregistre en fait le fond sonore de Mars. Donc, il y aura beaucoup de science à faire avec ce micro. L'autre fonctionnalité du micro, Thierry l'a dit, c'est d'écouter l'interaction entre notre laser et la surface martienne, quand on vient tirer au laser LIBS et qu'on vient ablater la matière. Ça va nous renseigner sur les propriétés mécaniques des roches. Et donc, on peut enregistrer, on peut activer le micro pendant qu'on tire au LIBS. Et donc, c'est ce que je vous propose d'écouter ici, quelques tirs. Donc, encore une fois, on avait une cible ici à 3 mètres. Vous savez que l'atmosphère martienne, donc c'est une atmosphère assez ténue de CO2. Le son ne se propage pas très bien sur Mars, mais le niveau de signal, ici en pascal, qu'on obtient, est pareil, conforme à la fois aux simulations et aux tests qui ont été faits au sol. Donc, on sait qu'on va pouvoir faire de la très, très bonne science. Il y a une très belle thèse de Baptiste Schill, par exemple, à Super Hero, Isae, qui décrit l'ensemble de la science qu'on pourra faire avec ce micro-là. Donc, micro fonctionnel également sur Mars. Alors, pour conclure rapidement, on est aujourd'hui en sol 24, 25 même, sol 25. On a rempli pour l'instant ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des premiers tests techniques. On n'est pas encore en train de faire de la science, on est en train de vérifier que l'instrument va bien, que toutes les fonctions vont bien. Donc, ce qu'on peut conclure pour l'instant, c'est que les 5 techniques de SuperCam sont fonctionnelles, que les performances qu'on a vues, performances techniques, sont conformes à l'attendu et à tous les essais qu'on a fait au sol. Ces activités qu'on appelle de recettes instruments, donc qui sont très techniques et également contrôle-commande, vont durer encore pendant près de 2 mois. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la période des 90 sols, pendant lesquels on travaille en horaire martien. Et ces opérations sont réalisées conjointement par la France, depuis le FOXI, donc c'est le centre qui est situé au CNES Toulouse, et par le Los Alamos National Laboratory, notre partenaire qui a développé le Body Init depuis le Mexique. Donc, pour l'instant, on alterne sur des périodes de 2-3 jours, et d'ici 2 semaines, on va commencer à alterner chaque semaine la responsabilité des opérations. Et donc, vous voyez sur la photo ici que ces essais, en tout cas, ces essais, ces opérations et des performances de l'instrument et de la mission Persévérance intéressent jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisque vous voyez ici le président Macron qui était vendredi au centre spatial de Toulouse et qui a choisi une cible, qui lui a donné un nom, et cette cible s'appellera Lina, ce qui veut dire vie en navarro. Et donc, on a préparé un plan qui consistera à faire un raster. Donc, en général, on fait des points, on décrit. Là, ce sera un raster 1 par 10. Donc, on va, sur cette cible-là, choisir 10 points et on va tirer notre laser LIBS, analyser donc la chimie de cette roche et en même temps, on fera des enregistrements de son. Et donc, cette séquence sera montée à bord du rover dès qu'on en aura l'opportunité. Et on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fini notre demi-heure et on va essayer de prendre quelques questions. Alors, il y avait une première question de Karine à propos des échantillons dont a parlé Thierry au début. À quelle profondeur seront pris les échantillons et quelle est la taille? Alors, moi, je dirais quelle est la masse des échantillons qui sont prélevés à chaque fois? La profondeur, ce sera vraiment forée en surface. Hein. Ce n'est pas ExoMars qui va forer à 2 mètres. Donc, en fait, on va prélever un échantillon qui fera 5-6 cm de profondeur depuis la surface, quoi, pas plus. Voilà. Donc, après, ça fera quelques centaines de grammes d'échantillons au total. Quoi. Ouais, c'est 6-7 grammes, quoi, un voilà, échantillon. C'est ça. Donc, à 40, donc ça fera 200-300 grammes. Quoi. Il y avait une question de Boris Segré à propos des cibles. Elles vont être régulièrement recouvertes de poussière, comme tous les appareils sur Mars. Qu'est-ce qui est prévu pour les nettoyer? Alors, ouais. Alors, en fait, on voit un peu sur l'image que j'ai montrée au début. Alors, effectivement, il y a de la poussière sur Mars, il y en a beaucoup. Et en fait,
On a eu un petit peu peur, enfin en tout cas personnellement, quand j'ai vu les images de l'atterrissage et cette poussière soulevée, je me suis dit mince, le rover va être entièrement recouvert de poussière. En fait non, la poussière a été dégagée sur le côté, pas sur le rover, en fait très peu de poussière sur le rover pour l'instant. Vous voyez cette mosaïque prise par notre instrument là, on voit les grains de poussière, on les distingue très bien. En fait nos cibles, il y a des aimants dessous qui permettent d'évacuer la poussière sur les bords. Donc elles sont relativement propres encore. Évidemment, on a eu, et c'est une contrainte forte dès le début de mission, d'aller faire des images et des tests des différentes techniques sur ces cibles-là, en particulier sur la cible blanche qu'on distingue là tout à gauche, qui sert à la spectroscopie infrarouge. Et donc, on avait besoin de faire un étalonnage assez rapidement de cette technique. Donc, on l'a eu et on en refera assez rapidement. Mais oui, à terme, enfin, d'ici des dizaines de sols et quelques mois, c'est sûr que la poussière va commencer à s'accumuler, hein, comme elle le fait sur Curiosity. Il y a à peu près 2-3% de fraction de poussière qui n'est pas magnétique. Donc, celle-ci va s'accumuler quoi qu'il arrive. Après, quand le rover bouge, ça fait aussi des petites vibrations. Donc, si elle n'adhère pas aux cibles, elle peut aussi retomber. Parce que nos cibles sont inclinées avec un angle d'environ 50 degrés par rapport à la verticale. D'accord. Alors, à propos du micro, là, tout le monde est, je pense, est un peu intrigué sur ce micro. Qu'est-ce qu'on va vraiment déduire? C'est quoi les informations scientifiques qui vont être déduites de ces enregistrements sonores? En fait, on va faire. Alors, ça dépend pour quelles fonctions. Donc, tout ce qui concerne l'atmosphère, en fait, on va faire de la météo. Hein. On va essayer d'étudier aussi la vitesse des vents. Alors, il y a un instrument MEDA espagnol qui est la station météo du rover, mais on va être complémentaire. Ce qui a été montré dans la thèse de Baptiste Schitt, par exemple, c'est qu'on va essayer de remesurer précisément la vitesse du son sur Mars. Pour l'instant, ce chiffre, on ne l'a pas. Donc, c'est ce genre de choses. On va écouter l'interaction du vent avec le rover aussi. Donc ça peut être intéressant. Après, il y aura beaucoup de sciences qui va être faite en interaction avec la spectroscopie LIPS. Et donc là, on va vraiment apprendre, donc Thierry l'a dit, ça va par exemple nous renseigner sur la dureté des roches. Donc le son qui est émis, et même en fait, quand on tire au laser, on ne tire jamais un coup, on tire en général pour le LIPS 30 coups. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le signal LIPS évolue, parce qu'on ablatte et donc on a des stratifications un peu différentes. Le son va être totalement complémentaire, va nous montrer s'il y a un vernis sur la roche, et donc nous informe sur la dureté. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse, il y avait Naomi Murdoch qui travaille à Super Hero et qui expliquait que quand on tape sur une surface dure ou sur une surface molle, la composition peut être la même, mais la dureté n'est pas la même. Et ça, avec le son, c'est très facile de le distinguer. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va faire avec le son. Alors, c'est une fonction qui est arrivée un petit peu tard dans le développement du projet. Hein, ce n'était pas dans la proposition initiale de l'instrument. Ça a été proposé après avec un coût minimum et un impact sur le développement qui était pas énorme, mais qui apporte beaucoup scientifiquement. Donc, on en attend beaucoup de ce micro. Et puis, en plus, il intéresse le grand public. Je pense qu'il y avait vraiment un souhait. On a des très belles images de Mars, mais on n'avait jamais entendu Mars. Et donc, ça parle à beaucoup de gens. Quand ce micro a été intégré dans Supercam, d'ailleurs, le JPL a décidé d'en mettre un également. Et donc, eux, ils ont mis un micro sur le rover directement, qui devait être actif pendant la phase de descente. Ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas que le micro ne fonctionne pas, parce qu'ils ont fait un test au sol et il fonctionne très bien. Donc, c'était qu'un problème de contrôle-commande. Et à ma connaissance, c'est la seule chose pour l'instant qui n'a pas marché dans toute la mission. Donc, bon, voilà. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé entendre le claquement du parachute à l'ouverture et puis le Skycrane. Mais ce micro sera utile. D'ailleurs, comme pour Supercam, ce qu'a demandé le JPL également, c'est qu'on écoute les bruits émis par le rover pendant ses déplacements, par exemple, ou pendant qu'on vient activer des mécanismes. On sait qu'il y a un gros bras robotisé. Il y a un instrument MOXIE qui fabrique du dioxygène à partir du CO2. Tout ça, ça fait du bruit. Et le JPL va nous demander en fait d'aller écouter le son, même artificiel, créé par le rover. Moi, j'aurais une question. Est-ce que le micro va être utilisé pour étudier l'atmosphère, les mouvements dans l'atmosphère, le vent? Oui, tout à fait. Ça a été calibré dans un tunnel au Danemark, à Russe, où il y a un tunnel où on peut mettre les conditions de l'atmosphère martienne, c'est-à-dire la pression 6 millibars et puis la composition de CO2, et mettre dedans un flux laminaire. Donc, on a calibré le bruit qu'on entendait en fonction de la position du mât du rover pour essayer de se mesurer à la fois la vitesse et la direction du vent. Et puis, comme disait Pernel, on peut mesurer le temps en fonction du temps que met le son du LIPS pour parcourir le retour jusqu'au mât.
Et ça va nous donner donc la vitesse du son, et à partir de la vitesse du son, on peut retrouver la densité, donc la température. Et donc, comme ça, on va pouvoir mesurer la température dans le premier mètre ou 2 mètres de la surface martienne, et peut-être avoir le gradient de température, ce qui est quelque chose qui n'est pas très facile à mesurer en fait. Parce que sinon, si vous avez des thermomètres à différentes altitudes, ils vont quand même être sur le corps du rover, donc perturbés en partie par l'inertie thermique du rover et ce qu'il induit autour, tandis que là, quand on va tirer à 3 mètres, on sera quand même moins perturbé et on aura une bonne idée du contraste de température dans la surface, entre la surface et l'atmosphère. Une question de Sylvain Doute sur les mesures spectroscopiques en infrarouge. Est-ce qu'elles vont être faites est-ce que l'instrument va être utilisé pour faire des spectres du ciel? Bonjour Sylvain déjà. Oui, on va faire des spectres du ciel. On ne l'a pas fait encore, mais parce qu'on n'a pas le droit de tout faire dès le départ. On a un planning de réalisation de différentes méthodes d'observation au fur et à mesure. Mais c'est prévu de regarder le ciel en passif et pour avoir la luminosité du ciel, retrouver les propriétés optiques des poussières en fonction de la longueur d'onde, et puis aussi les absorptions du CO2, de l'eau, du CO qu'on peut voir dans ces régions-là. Et puis O2 aussi dans le visir, donc les parties, quand on regarde le passif, on va faire avec le spectro infrarouge, mais aussi avec les spectros du body unit. Et donc là, on aura tout de 400 à 2600 angstroms, 2600 nanomètres, avec un trou quand même au milieu autour du laser. Mais donc on aura O2 et l'eau aussi du côté visible. Et puis avec tout ça, on pourra faire peut-être une bonne estimation de l'albédo et de la taille des poussières de l'atmosphère de Mars. Il y avait une autre question de Karine sur les spectres. Quel est le gain par rapport aux missions précédentes? Parce qu'elle dit qu'ils paraissent très peu bruités. Alors, ce n'est pas tant le bruit que la résolution, quoi. Avec les missions précédentes, c'était des missions orbitales uniquement. Donc, au mieux, il y a eu quelques dizaines de mètres de résolution dans les spectros infrarouges. Et là, maintenant, on est passé à 3 mm. Et ça ne va pas être nécessairement facile de passer de l'un à l'autre, en fait, de passer de ces deux échelles. C'est le premier spectro qui est à la surface de Mars, infrarouge, dans l'infrarouge proche en tout cas, et qui va regarder les roches, et ça, qui remettre ce qu'on a vu, ce qu'on voit localement dans le contexte global de ce qui est vu depuis l'émission orbitale, ça va être tout un travail. Même ce qu'ils ont fait avec ChemCam déjà montre bien que des fois, ils voient sans spectro infrarouge sur Curiosity, juste avec le laser et le LIPS, des fois, ils ont du mal à remettre dans le contexte global des missions spatiales ce qu'ils voient localement, quoi. Donc, il faudra essayer de comprendre, voir quelles sont les roches qui contribuent au signal global, qui n'y contribuent pas, et ainsi de suite. Ça ne va pas être forcément un travail complètement évident et qu'on va réussir à faire tout de suite. Il y avait une question de Jean-Pierre Maillard sur donc, il y a une très haute résolution spatiale, mais sur une très faible surface pour les analyses des roches. Et comment relier ça à une composition plus large? Bon, tu as déjà donné. C'est un peu, bonjour Jean-Pierre. Oui, c'est un petit peu un peu la question qu'on va se poser. Même à l'intérieur, de toute façon, déjà, même là, on va pouvoir regarder ce qui se passe quasiment à l'échelle du grain. Quand on voit bien sur les images Jérémy qu'on a peut-être notamment à IEGO, qu'il y a des parties plus brillantes que d'autres et tout. Donc, on tape différents grains. Et quelque chose d'important, c'est que s'il y a des minéraux hydratés, rapidement, ils dominent le spectre global. Donc peut-être que l'hydratation qu'on a vue pour l'instant, c'est juste quelques grains parmi beaucoup d'autres, mais pas forcément les grains dominants. Il faudra essayer après de mettre ça en fonction avec le LIPS. Le LIPS, par contre, on ablate tout, enfin, pas forcément dans le même field of view que l'infrarouge, mais par contre, là, on récupère tout. Donc il faudra remettre en contexte global le Raman, LIPS et infrarouge pour essayer d'avoir un panorama global de ce qu'il y a dans la cible qu'on est en train de regarder. Et, du coup, sur chaque cible, là, combien d'observations vont être faites? Ça va être un peu une décision au coup par coup, suivant l'intérêt des premiers tirs, enfin des premières observations? Oui. Alors ça, c'est des discussions au sein de toute l'équipe scientifique, pas juste de Supercam. Déjà au niveau de Supercam, quand on propose nos cibles, mais après qui sont rebouclés dans l'équipe scientifique Mars 2020 Total, parce qu'il faut savoir que quand on est dans cette équipe-là, on a accès aux données de tous les instruments. Donc nous, si on veut, on peut regarder les données du radar, des caméras, et ainsi de suite.
et vice-versa. Et donc, en fait, il y a des discussions globales. Donc, oui, à un moment, on va voir comment on procède. On apprend en marchant, là, vraiment. Surtout avec toutes ces techniques que l'on peut mettre ensemble, Raman, LIPS, micro et infrarouge. Comment on va procéder? Est-ce qu'on fera à chaque fois sur chaque cible du LIPS, du Raman et de l'infrarouge, ou est-ce qu'on explorera d'abord en infrarouge et puis peut-être après, si c'est intéressant, en LIPS, ou d'abord en LIPS et ensuite, si après ça nous intéresse, en infrarouge? Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement clair comment on va opérer de ce point de vue-là. On va apprendre en marchant. La seule chose qui est sûre, c'est que à longue distance, au-delà de quelques mètres du rover, c'est uniquement l'infrarouge qui va fonctionner. Donc, par exemple, on va faire à un moment, on va regarder les restes du delta à distance, et ça sera uniquement l'infrarouge qui pourra le faire. Une question de Miguel Montarès sur le rythme des opérations pour vous, pour Pernel, Jean-Michel, toi, Thierry. Ça se passe comment là pour l'instant? Alors, ça se passe qu'on était très excités, donc on ne voit pas les horaires passer. Alors après, oui, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on travaille en horaire martien. Donc, on travaille sur Mars et donc avec des journées qui durent 23h40 minutes et donc ça se décale. 24h40 minutes. 24h40 minutes, ça se décale par rapport à nos horaires terrestres. Et donc, on a des shifts. En fait, donc, des activités, c'est shifté, hein. Et donc, on démarre à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en fonction des sols. Donc, par exemple, ce soir, voilà, je vais à Toulouse, on commence à un shift qui est à 17h. Donc, on va travailler une bonne partie de la nuit, ça dure comme ça quelques jours. Après, c'est les Américains qui prennent la main. Et quand on va recommencer, on va travailler un peu plus tard dans la nuit. Voilà, on peut commencer à 2h, 3h. À la fin de l'année prochaine, la semaine prochaine, et on commencera à 1h du matin. Voilà, donc ça se décale. Bon, voilà, donc c'est pas forcément très simple à gérer. Et en même temps, on est tellement content de voir cet instrument qui, enfin voilà, donc un grand bravo au JPL surtout, hein, qui a fait un atterrissage quand même magnifique. Et on est très content de voir cet instrument qui fonctionne parfaitement bien. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de 6 années de travail qui ont été quand même assez difficiles, avec quelques hauts, bas, voire des très bas. Et donc, voilà, ces premières données, ces premiers sols, chaque jour, on voyait nos données arriver et donc on testait fonction par fonction. Hein, c'était très cadré. Ça fait des mois qu'on prépare ces séquences-là. Bon, voilà, c'est très excitant. Moi, c'est mon point de vue c'est mon point de vue technique et ces opérations, je vais les faire pendant les 90 sols, donc en gros les 3 mois. Je pense à l'équipe scientifique derrière qui va devoir tenir le rythme et c'est tout ce qu'on leur souhaite pendant des années. Il va falloir se ménager un peu. Voilà, ça va pas être simple. Après, c'est pas en horaire martien, c'est les 90 premiers sols qui sont en martien, ouais. Mais après, effectivement, sur le long terme, ouais. Ça va. Mais du coup, est-ce qu'il y avait des équipes qui étaient dédiées aux rovers martiens précédents et qui sont maintenant dévoyées vers Supercam? Et non, les premiers rovers vont être peu à peu abandonnés peut-être par un manque d'intérêt Non, c'est une bonne question. Curiosity fonctionne toujours et fonctionne très bien. Et donc, une grosse partie de l'équipe Supercam, en fait, vient de ChemCam. Donc, l'équipe scientifique en particulier qui opère ChemCam aujourd'hui est la même qui opère, enfin, il y a plus de monde sur Supercam, mais on retrouve la même équipe de cœur. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux en ce moment. Ils opèrent à la fois ChemCam et Supercam. Donc, sur ChemCam, c'est rodé. Ça fait 9 ans qu'ils sont en surface. Donc, c'est un peu plus léger que ce qui se passe sur Supercam en ce moment. N'empêche que c'est les mêmes personnes. Je pense en particulier à Olivier Gano, hein, qui est maintenant responsable scientifique de ChemCam et qui est responsable des opérations de Supercam. Voilà, il a un rythme assez incroyable en ce moment. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner sur la durée, mais voilà, ce sont des gens assez exceptionnels. Il y avait une question de Vincent, votre directeur du LESIA. Est-ce que l'utilisation des ombres des sols, des roches peut être utilisée pour faire un modèle 3D du sol martien? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça a déjà été fait peut-être déjà? Ils font des modèles 3D. Alors déjà, de toute façon, les caméras sont des caméras stéréoscopiques parce qu'elles ne sont pas exactement à la même position sur le rover. Donc de toute façon, déjà, avec la parallaxe entre les positions, on a un modèle 3D. Et ils font tous les jours un modèle 3D qui est mis en ligne sur les outils du JPL pour qu'on puisse choisir nos cibles, savoir comment elles vont être éclairées en fonction du temps parce que pour l'infrarouge, on en a besoin. Et savoir leur distance, parce qu'on a souvent besoin d'évaluer leur distance pour pouvoir bien focaliser les images. Et donc, il y a des modèles 3D qui sont faits indépendamment des ombres, en fait. On a besoin de prédire les ombres, plutôt. Et ça, c'était quelque chose que les autres rovers ne pouvaient pas faire.
Ils ont les navcam, elles sont stéréo aussi sur le rover. Alors pas Pascam par contre, mais les navcam, elles le sont. Les navcam, elles le sont, il me semble. D'accord. Par contre, il y a plus de caméras devant, les ASCAM et ainsi de suite. Il y a plus de caméras devant et derrière, ça c'est sûr que sur Curiosity. Une question, et moi c'est aussi une question que je me suis posée moi-même, sur le morceau de roche, enfin de météorite martienne, à quoi va-t-il servir? À quel type de calibration va-t-il servir? C'est surtout un clin d'œil. Hein. Ouais. C'est surtout un clin d'œil. Comme c'est une mission de retour d'échantillon, et nous on a ramené un échantillon martien qui était arrivé sur Terre, on l'a ramené sur Mars. Et il y avait une question de Frédéric sur l'opérateur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va faire d'autres tirs? Est-ce qu'il était content de son tir? Je ne sais pas, Pernel n'était peut-être pas sur place à ce moment-là. Si, j'étais sur place. Je n'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais bon, il était. Il n'a pas tiré en direct. Hein. Vous savez, quand on prépare des. En fait, il a préparé le plan. Donc, le plan est prêt et il le sait très bien d'ailleurs que ce plan sera monté dès qu'on aura l'opportunité, c'est-à-dire qu'on aura une cible identifiée sur le sol sur lequel on pourra faire ce raster LIPS plus micro. Donc, il le sait et donc, je crois qu'il était impressionné par le nombre de paramètres à régler. Enfin, un peu c'est un instrument complexe, Supercam, c'est un instrument complexe à opérer également. Donc ça l'a assez impressionné et il a dit simplement qu'il attendait les résultats maintenant de sa programmation. Donc voilà, donc on lui enverra les résultats pour analyse dès que ce sera fait, je pense d'ici quelques sols. Mais il était très impressionné et il a félicité chaleureusement toutes les équipes techniques, l'équipe scientifique évidemment, et les équipes d'opération du CNES aussi. Hein. Il y a beaucoup de travail à venir pendant des années. Et on va finir sur une dernière question à propos du diamant, naturel ou artificiel? La réponse est rapide, artificielle, sinon je l'aurais en pendentif. Non, c'est un diamant artificiel. D'accord. Oui. Bon, il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie Jean-Michel, Pernel et Thierry. Et merci à tous les spectateurs qui étaient présents nombreux. Et le séminaire sera enregistré, sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'Observatoire bientôt. Enfin, il est enregistré, il sera diffusé bientôt. Et la programmation n'est pas encore calée pour le prochain séminaire dans un mois, mais ça sera Parfait. les canaux habituels. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde.